général ou selon l'OMS? Alors, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la définition de l'HCA, c'est une pression artérielle systolique qui est supérieure à 140 mm de mercure, une diastolique qui est supérieure à 90. Donc, l'HCA d'origine endocrine ou secondaire, c'est la conséquence d'un fonctionnement anormal et excessif d'une des glandes endocrines. Comme vous savez, les glandes endocrines, on a la thyroïde, on a les surrénales, on a plusieurs glandes endocrines. Chaque anomalie va donner une HCA et on va voir ça dans les étiologies. Il faut savoir que l'HCA en général, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Elle touche 10 à 30% de la population générale. L'HCA, c'est une maladie qui est silencieuse. C'est pour ça qu'il y a l'intérêt des dépistages. Le dépistage, c'est-à-dire une prise de la tension artérielle, soit par l'automesure, soit la MAPA, soit au cabinet du médecin. L'HCA qui est non ou maltraité va entraîner des complications qui vont entraîner une morbidité et une mortalité élevée. La prise en charge, elle est importante pour diminuer les risques de mortalité et de morbidité, surtout cardiovasculaire. Donc, comme vous le savez, le diagnostic de l'HCA se fait par 3 méthodes. Soit la mesure au cabinet. La mesure au cabinet, quand on a des chiffres supérieurs à une diastolique, une systolique qui est supérieure à 140 et une systolique qui est supérieure à 90, là, c'est une HCA qui est confirmée. Deuxièmement, l'automesure. L'automesure, chez soi, il faut faire généralement, on fait 3 prises par jour pendant 3 jours. On donne le résultat au médecin. Le médecin, il calcule la moyenne. Si on a une moyenne qui est supérieure à 130 de systolique et supérieure à 85 mm de mercure de diastolique, là aussi, on est dans l'HCA. C'est confirmé, il faut commencer un traitement. Et troisièmement, c'est la MAPA. La MAPA, c'est quoi? La MAPA, c'est un petit appareil que le patient le ramène chez lui, donc il le porte comme une ceinture avec un petit appareil comme le portable, il le porte chez lui avec lui pendant 24 heures. Il y aura des mesures de la tension artérielle pendant ces 24 heures. Ensuite, on aura une moyenne, ce qu'on appelle une moyenne. Cette moyenne, quand elle est supérieure à 130 de systolique et 85 mm de mercure de diastolique, là, c'est l'HCA. Donc, ça, c'est les trois situations où on parle d'HCA. Là, on va parler, c'est la classification de l'ESC, ESH 2018. Donc, c'est la classification avec laquelle on travaille. Donc, on va commencer par une pression artérielle qui est normale. Ensuite, on va entrer dans l'HCA. Donc, quand on a une pression artérielle, ce qu'on appelle optimale, c'est-à-dire l'idéal, donc elle est inférieure, la systolique à 120, une diastolique qui est inférieure à 80. Une pression artérielle qui est normale, là. Donc, c'est une systolique qui est entre 120 et 129 et ou une diastolique qui est entre 80 et 84. Une pression artérielle qui est normale mais qui est haute, là, il faut faire attention. Donc, elle est entre 130 et 139 et ou entre 85 et 89. Ensuite, on va entrer dans l'hypertension artérielle. Donc, on a l'HCA de grade 1, c'est une pression systolique entre 140 et 159 et ou une diastolique entre 90 et 99. Le grade 2, c'est une systolique entre 160 et 179 et ou une diastolique entre 100 et 109. Et le grade 3 qui est vraiment grave, et là, c'est le grade 3 généralement, c'est le type d'HCA qu'on trouve pour les HCA d'origine endocrine. C'est une systolique qui est supérieure à 180 et ou une diastolique qui est supérieure à 110. Il y a une HCA, ce qu'on appelle une HCA qui est un peu spéciale. C'est une HCA systolique. C'est uniquement les chiffres systoliques qui sont augmentés. Là, c'est une classification à part. Elle est supérieure à 140, mais on a une diastolique qui peut être inférieure à 90, mais qu'on peut avoir une diastolique qui est supérieure à 90. Donc, ça, c'est la classification de l'HCA et de la pression artérielle qu'il faut connaître par cœur. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un bilan à faire. Devant toute HCA, il y a un bilan à faire. Premièrement, il faut vérifier qu'on est vraiment dans l'HCA, c'est-à-dire sa permanence. Comme on a dit, donc les mesures répétées, l'automesure, la MAPA,
etc., prise par soi-même ou par un médecin. Vérifier la cause, c'est-à-dire l'étiologie, un bilan étiologique pour voir est-ce qu'on est dans l'HIA essentielle qui est la plus fréquente ou bien on est dans une HIA qui est secondaire ou bien endocrine. Et le troisième point, c'est le retentissement. Le retentissement, c'est le cardiovasculaire, le rénal, l'oculaire, ophtalmique, etc. Et évaluer le risque cardiovasculaire global. Il faut savoir que l'HIA, c'est un facteur de risque avec d'autres facteurs de risque. C'est un facteur de risque qui est important, donc un facteur de risque de mortalité et de morbidité cardiovasculaire. Il faut savoir qu'on a aussi d'autres facteurs de risque comme le diabète, dyslipidémie, c'est-à-dire l'hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie, dysthyroïdie, etc. Alors, comme je vous ai dit, donc on a une classification, on a une HCA qui est essentielle, qui est la plus fréquente, c'est 90%, il n'y a pas de cause, c'est l'idiopathique, c'est un facteur de risque. Et l'HCA secondaire, elle représente quand même 10%, un petit pourcentage. Là, on a les étiologies. L'étiologie, elle est là. Généralement, quand on a une HCA secondaire, elle est réversible. Quand on traite l'étiologie, il y a la réversibilité ou la disparition de l'HCA ou même une amélioration de l'HCA. Donc là, quand est-ce qu'on recherche une HCA endocrine? Donc l'HCA endocrine, elle est recherchée devant une anomalie à l'examen clinique initial. Donc généralement, quand on a une HCA qui est essentielle, on ne trouve pas d'anomalie ni cardiaque, surtout au début. On sait que l'HCA, avec le temps, il y aura une hypertrophie ventriculaire ou la auriculaire, mais au début, l'examen clinique, il est normal. Donc, quand on trouve, deuxième point, une anomalie au niveau du bilan biologique initial, c'est-à-dire on trouve une hypocalémie ou bien une cortisolémie qui est augmentée et tout ça, quand on a les antécédents familiaux, par exemple, on a un patient qui est jeune, qui vient consulter pour une HCA, il vous dit, bon, j'ai une mère qui a une dysthyroïdie, j'ai un frère qui est diabétique type 1, donc un terrain d'auto-immunité. Là, il faut penser à l'HCA secondaire endocrine et c'est une HCA qui résiste. C'est quoi une HCA qui est résistante? C'est une HCA qui persiste malgré 3. On a des chiffres tensionnels qui sont supérieurs à 140-90, si sur le diastolique, malgré 3 traitements antihypertenseurs, dont un, c'est un diurétique. Là, c'est une HCA qui est résistante. Alors, le dépistage, donc, il passe par deux étapes. Donc, il faut ce qu'on appelle le bilan systématique devant toute HTA. Donc, là, il faut le faire. Le bilan, donc un bilan, chaque HTA nouvellement diagnostiqué, il faut faire un bilan initial. Vous allez faire, Inch'Allah, l'HTA, ou vous l'avez fait en principe en cardio, l'HTA, comment dépister l'HTA, comment faire le bilan de retentissement sur les organes. Donc, en principe, le module de cardio, vous avez fait ça. Donc, recherchez les signes en faveur d'une maladie endocrinienne et recherchez surtout une hypocalémie au ionogramme. Ensuite, on va faire une enquête. Donc, une enquête étiologique. Quand on trouve une HCA, là, je suis en train de me répéter. Donc, quand on trouve une HCA qui est résistante au traitement, malgré qu'on a donné 3 antihypertenseurs avec un diurétique, toujours une pression qui est supérieure à 140-90. Donc là, il faut penser à une HCA secondaire. Donc, résumons. Donc, HCA secondaire, quand on a une anomalie biologique, surtout l'hypocalémie, et quand on a une HCA qui est résistante malgré 3 traitements bien conduits, dont un antihypertenseur, bien sûr, dont un, c'est un diurétique. Bon, là, c'est les étiologies en général. Donc, on a l'hyperminéralocortisisme, donc les phéochromocytomes, les paraganglions, l'hypercortisisme, les hyperparathyroïdies, l'acromégalie, les hyper et les hypothyroïdies et les tumeurs aréniques. Donc là, ce n'est pas 90, c'est moins de 1% les tumeurs aréniques. Donc, il faut savoir que le caractère commun devant toutes ces HCA secondaires endocriniennes, c'est que ce n'est pas une cause qui est fréquente. Elle est vraiment rare. Circonstance, c'est le dépistage, donc de particulière. Donc, quand on est orienté par un signe clinique, par des antécédents, par une biologie, donc là, il faut faire le dépistage. Il faut lancer une série ou une batterie d'exploration clinique, biologique et radiologique.
Il faut savoir que c'est une HCA qui est curable. Comme fait l'introduction, quand on traite l'étiologie, là, elle est réversible. La particularité thérapeutique qu'on va voir, généralement, c'est traitement chirurgical. Quand on fait un traitement, une résection de cette masse ou l'étiologie, donc ça dépend de l'étiologie, donc on a la guérison. Et possibilité de la prévention dans la famille, c'est le dépistage. Il faut dépister les atteintes quand on a des petites masses qu'on peut traiter par exemple, par célioscopie et tout. Donc, commençons par la première étiologie qui est la plus fréquente dans la HCA endocrinienne. C'est l'hyperminéralocortisisme primaire. Donc, généralement, c'est une HCA avec une hypocalémie. C'est une HCA qui est résistante. Alors, c'est quoi une HCA résistante? C'est bon, HCA, c'est un sujet jeune qui fait ça. Il faut penser à l'hyperminéralocortisisme. Et une HCA avec une masse surrénalienne. Une masse surrénalienne qu'on voit généralement à la radiologie, surtout au scanner. Sur le plan clinique, soit on a une HCS qui est isolée, soit on a une HCA avec des signes d'hypocalémie, c'est-à-dire des crampes, des paresthésies, des paralysies, et quand on a une masse abdominale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cortico-sidéral. Donc, l'exploration, quand on a une HTA, donc HTA avec l'hypocalémie, il faut savoir que l'hypocalémie, le prélèvement doit être fait. L'hypocalémie, c'est quel type de prélèvement? C'est l'ionogramme, ce qu'on appelle un ionogramme sanguin, où on peut voir la calémie. Donc, il faut faire un prélèvement qui est à jeun et il faut insister de le faire sans garrot, parce que quand on met le garrot, on fausse tout. L'interrogatoire, il faut rechercher une cause médicamenteuse et l'hypocalémie, il faut l'éliminer. La cailurèse aussi, le dosage de la cailurèse urinaire, il faut éliminer une cause digestive de l'hypocalémie. Donc, après avoir éliminé tous les autres étiologies d'hypocalémie, on peut parler d'une HCA endocrine qui est due à cette HCA endocrine secondaire. Donc, on a donc une KURS quand elle est supérieure à 40 millimoles par 24 heures. Là, on commence l'exploration hormonale. Donc, résumant, donc une HCA avec une hypocalémie, s'assurer que l'hypocalémie, le prélèvement du ionogramme, il a été fait à jeun, sans garrot. L'interrogatoire, éliminer les causes médicamenteuses. La KURS, éliminer une cause digestive. Quand elle est supérieure à 40, là il faut commencer l'exploration hormonale. Pourquoi on fait tout ça? Parce que l'exploration hormonale, elle coûte vraiment cher. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment la demander avec sagesse. Il faut vraiment être sûr de son coût et de son diagnostic. Ou bien, il faut vraiment avoir beaucoup d'éléments parce qu'après, le malade, il ne va plus vous faire confiance, il ne va plus faire d'autres explorations. Sachant que ces explorations, à part l'ionogramme, mais il n'y a pas dans les hôpitaux. Donc, tout ça, c'est dans le privé. Donc, sur le plan hormonal, donc, on va doser ce qu'on appelle l'aldostérone, la rénine et le rapport aldostérone-rénine, c'est le RAR. Donc, ces hormones sont influencées par ce qu'on appelle le cycle dictyméral, par l'apport en électrolytes, la position du patient. Ça diffère quand la position il est assis, il est couché. Donc, on n'aura pas le même dosage. Hein. Même certains médicaments, comme certains antihypertenseurs, là, c'est pour ça quand on demande aux patients de faire le dosage hormonal, on va dans une feuille. On mentionne tout ce qu'il doit prendre comme traitement, comme alimentation, l'heure du prélèvement, tout ça, c'est important. Donc, le diagnostic positif, on a un aldostérone plasmatique urinaire qui sont élevés en présence d'une rénine qui est basse. Donc, l'activité rénine plasmatique ou la concentration plasmatique de la rénine active avec élévation du RAR. Le RAR, c'est quoi? Donc, le RAR, c'est un rapport. Donc, c'est l'aldostérone sur rénine active. Donc, l'essai de diagnostic, donc, il faut savoir que ça dépend de chaque laboratoire, mais généralement, quand on a un RAR qui est supérieur à 64, à 2 reprises en position assise, on prend donc en valeur minimale de la rénine à 5 microunités par litre. Donc là, c'est pour donner le diagnostic. Là, on trouve les conditions. Les conditions, il faut savoir, généralement, il faut faire le prélèvement à 8 heures. Là, on peut tolérer jusqu'à 10 heures, mais le pic, il se fait à 8 heures du matin. D'accord? La position, typiquement, c'est le patient doit être en position assise pendant
au moins 15 minutes. D'accord? Les apports sodiques, donc la natriurése, se situe généralement entre 75 et 150 millimoles par jour. Arrêtez au moins 6 semaines avant la spironolactone et arrêtez pendant 15 jours les diurétiques, les bêta-bloquants, les antagonistes du système de rénine-angiotensine. Là, c'est les conditions d'un bon prélèvement pour avoir un dosage hormonal qui est vraiment précis. Les étiologies, il faut savoir, l'imagerie, c'est bon, la TDM, oui, on sait qu'il y a une masse, mais pour orienter le chirurgien pour l'opérer, là, il faut faire l'imagerie. La TDM, c'est la meilleure pour localiser et pour donner les détails pour le traitement, le protocole chirurgical. L'IRM, elle est moins sensible. Généralement, l'IRM pour les gens qui ont une allergie à l'iode. Donc, les étiologies, donc la première, c'est l'adénome de Cohen. L'adénome de Cohen, c'est un nodule qui est généralement unilatéral. Généralement, il fait 10 mm ou généralement entre 10 à 6 mm. Il est hypodense, vraiment, il est petit. Rarement, on peut trouver plus de 2 cm où là, il ne dépasse pas les 2 cm. Donc, l'adénome de Cohen, vraiment, le diagnostic, il est très, très difficile. Donc, l'hyperplasie idiopathique, les surrénales peuvent être hyperplasiques, c'est-à-dire c'est un développement anormal, donc anarchique des cellules. Donc, les surrénales, elles vont augmenter de volume. Donc, soit elles vont augmenter de volume quand c'est l'hyperplasie, elle est importante, non, ou on peut avoir une apparence qui est normale. Mais l'hyperplasie, elle est là. Donc, elle est tellement minime qu'on ne peut pas la voir en imagerie où là, il faut vraiment faire ce qu'on appelle l'écho-endoscopie. Le cortico-surrénal, donc c'est une masse qui est grande, qui est supérieure à 4 cm avec des signes de nécrose et d'invasion. Donc là, c'est un symptôme ou bien c'est un signe d'ancienneté de la masse. Et l'hyperaldostéronisme idiopathique, l'imagerie normale, on a le bilan hormonal qui est positif avec une hypocalémie, mais à l'imagerie, on ne trouve rien. Donc, dans ce cas-là, il faut surveillance rapprochée, c'est-à-dire chaque 6 mois, ensuite chaque 1 an, chaque 2 ans, chaque 5 ans. S'il y a apparition de la masse, on doit l'opérer. S'il n'y a pas apparition, on doit surveiller. Donc, le traitement, commençons par l'adénome de Cohen, c'est la chirurgie. La meilleure chirurgie, c'est la célioscopie. D'ailleurs, elle est faite ici au CHU de Blida au niveau du TOT. Donc, ils le font très bien d'ailleurs. Donc, c'est la célioscopie. Quand on enlève la masse, on aura une guérison. Dans un tiers des cas, on a une guérison de la l'archéa. S'il n'y a pas une guérison, un tiers des cas qui restent, on a au moins amélioration des chiffres tensionnels. Néanmoins, un tiers, on peut avoir une stabilité, les mêmes chiffres tensionnels. Donc, mais il faut toujours tenter la chirurgie. Donc, les paramètres associés à un bon résultat tensionnel, quand on a l'âge qui est moins de 50-55 ans, quand on a une HCA qui dure moins de 5 ans, là, en post-opératoire, les paramètres qui peuvent prévoir un bon résultat post-opératoire de l'adénome de Cohen. Donc, on a l'âge qui est inférieur à 55 ans, HCA qui dure moins de 5 ans, et une bonne réponse à la spironolactone en monothérapie. C'est ce qu'on appelle un test thérapeutique. Mais généralement, l'HCA qui est sévère résistante, donc c'est rare qu'on a une bonne réponse à la spironolactone. Et on a une mise en évidence, c'est la mise en évidence d'une hypersécrétion latéralisée de l'aldostérone. Le traitement de l'hyperplasie idiopathique, donc c'est un traitement médicamenteux. Il faut continuer à contrôler les deux. C'est contrôler l'hypocalémie et contrôler l'HCA parce que l'hypocalémie, il y aura des conséquences sur le cœur musculaire, etc. Et l'HCA avec les risques de faire une complication cardiovasculaire, AVC, sur le pronostic fonctionnel ophtalmique, etc. Docteur, Oui. Docteur, comment on prouvait l'hypersécrétion d'aldostérone latéralisée? Alors là, on refait un bilan hormonal. On refait un bilan hormonal. Là, quand il y a une normalisation du bilan, là, on sait elle est d'un seul côté.
Parce que l'autre côté, généralement, quand on enlève la masse, on va enlever, des fois, c'est rare qu'on garde la surrénale. Donc, quand on enlève donc, le côté sain, donc, ouais, il y aura une hypersécrétion qui est latéralisée de l'aldostérone. Donc, le côté malin ou le côté où on lie à la tumeur, c'est bon. Généralement, on emporte la surrénale parce que la surrénale, elle est vraiment minime. Donc, c'est pour ça qu'il y aura l'hypersécrétion du côté sain. Le côté qui est atteint, c'est bon, on l'a détruit. Donc, c'est pour ça qu'on peut deviner. Il y aura une normalisation, donc on peut deviner qu'il y a une hypersécrétion latéralisée de l'aldostérone. D'accord? Oui, docteur, merci. J'ai répondu. Très bien. Donc, le phéochromocytome et le paragangliome, donc ça, c'est la deuxième étiologie. Donc, ce qu'on appelle la HIA avec la triade de Ménard. C'est quoi? C'est des céphalées, c'est des sueurs avec des palpitations. C'est une HIA qui est sugégène, toujours sugégène, avec une HIA qui est résistante, renard résistante. C'est une HIA qui persiste après, malgré 3 antihypertenseurs non inclus diurétiques qui est supérieur à 140-90. Là, ils ont par cœur. Les antécédents de NEM. Est-ce que vous connaissez les NEM? Les NEM, généralement, c'est un groupe de pathologies endocrines néoplasiques. Donc, on aura généralement atteinte de la thyroïde, donc cancer de la thyroïde, avec une atteinte du pancréas, avec une néoplasie, soit le phéochromocytome, soit une autre pathologie tumorale. Donc, on a plusieurs types de NEM dans un contexte familial. Donc, une HIA avec une masse surrénalienne, HIA avec accès d'hypotension. Donc, on a un patient de phéochromocytome, il est hospitalisé. Il a été hospitalisé aujourd'hui au CHU de Blida. Si vous voulez passer voir le dossier, d'accord? Alors, généralement, les phéochromocytomes, ils proviennent de la médulo-sérénale. Ce sont des tumeurs sécrétantes qui dérivent des ganglions sympathiques. Ils sont appelés les paraganglions fonctionnels. Alors, on a des paraganglions qui sont non fonctionnels, qui n'entraînent pas une augmentation de la pression artérielle. Ces tumeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont synthétiser de la catécholamine de façon qu'ils sont plus ou moins en continu. C'est-à-dire, les catécholamines, c'est l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Alors, qui sont pour l'essentiel convertis en ce qu'on appelle la méthanéphrine inactive au sein de la tumeur, et la fraction non convertie exerce donc un effet cardiovasculaire. Donc, l'HEA, elle sera par la stimulation des récepteurs vasculaires alpha-adrénergiques et par la stimulation du système rénine-angiotensine. Donc, ce qui provoque une tachycardie par effet cardiaque, ce qu'on appelle un effet bêta-adrénergique. Il faut savoir, avant de parler de ça, les symptômes et tout ça, il faut savoir que aussi le phéochromocytome, généralement, dans 80 ou la 95% des cas, c'est une tumeur qui est bénigne, qui ne donne pas de métastase, mais on peut avoir un faible pourcentage où on a des phéochromocytomes qui sont malins, qui donnent même des métastases et où le pronostic il est vraiment fâcheux. Donc, on a les symptômes, ce qu'on appelle paroxystiques. C'est les céphalées, les palpitations, les sueurs profuses, la pâleur, refroidissement des extrémités. On peut avoir ce qu'on appelle un visage qui est rougeâtre, une anxiété, des tremblements, douleurs abdominales thoraciques. Tout ça, c'est dû à la vasoconstriction. La HEA, elle est permanente ou bien paroxystique. On a des symptômes qui sont chroniques. C'est la HEA qui est résistante au traitement. Les signes d'hypermétabolisme, c'est l'amaigrissement, la thermophobie, l'intolérance au glucose, voire un véritable diabète. Risque hypertensif, donc tellement le patient fait des pics importants d'HTA, donc risque d'AVC, d'OAP, d'accident coronarien, trouble du rythme, mort subite. Parfois même, généralement, la plupart des cas, un phéochromocytome, il est découvert quand on fait une anesthésie générale. Donc là, le patient présente un trouble du rythme, un arrêt cardiaque. Là, on peut suspecter un phéochromocytome. Parce que généralement, une HTA qui est augmentée d'une façon paroxystique avec l'anesthésie, donc il faut penser au phéochromocytome. Et bien sûr, il y a des formes qui sont asymptomatiques. Quand on a des petites masses, avec une HEA qui est légère, vraiment. Donc là, on ne pense pas au phéochromocytome, mais le développement, avec le temps, on va avoir les symptômes paroxystiques et voir les symptômes chroniques.
Intérêt de l'écho-endoscopie aussi. Donc, sur le plan biologique, c'est ce qu'on appelle le dosage ou la mesure de la méthanéphrine plasmatique ou urinaire. Ce sont des dérivés méthoxylés. Donc, on peut les faire. Donc, ça, c'est un dosage qu'on le fait ici en Algérie. Bien sûr, sur le plan radiologique, donc l'échographie, le scanner d'IRM, mais le diagnostic du phéochromocytome, il est tellement difficile. C'est rare de voir la masse, donc l'écho-endoscopie, mais elle est très chère, elle coûte elle a plus de 90 000 dinars. Donc vraiment, c'est des fois, on passe à côté du diagnostic du phéochromocytome. Donc, le risque donc, de méconnaître une tumeur extrasurrénale, c'est-à-dire le paraganglion, des tumeurs multiples, et de diagnostiquer les phéochromocytomes sur la présence de métastases. Donc là, c'est le tableau le plus dramatique. Donc, avoir des métastases suite au phéochromocytome. Donc, généralement, le phéochromocytome de la vitre, ils sont uniques dans la majorité des cas. Donc, leur diamètre, ils peuvent atteindre un diamètre maximal de 5 cm. Les paragangliomes sécrétants, ils siègent au niveau de l'organe de Zuckerland, au niveau de la vessie. Donc, l'organe de Zuckerland, c'est une série d'adénopathies, comme on dit, qui suivent l'aorte. Donc, généralement, l'aorte, il y a à la surrénale. Donc, c'est comme des points, c'est comme des adénopathies. Donc, ce qu'on appelle l'organe de Zuckerland, généralement, il n'est pas visible à l'œil nu, il n'est pas visible même à l'échographie, c'est rarement qu'on le voit quand c'est pathologique, quoi. Au niveau aussi donc le paragangliome au niveau de la vessie, au niveau du île rénaux, le médiastin postérieur, le péricarde et le cou. Donc la scintigraphie, elle est là, c'est pour des tumeurs, détecter des tumeurs qui sont ectopiques ou multiples, ainsi que les métastases. La prise en charge, le phéochromocytable, le traitement, c'est un traitement qui est chirurgical, parce que le risque évolutif. On fait sur une alectomie unilatérale. Donc, il faut une préparation médicale. C'est pas, donc, il faut, avant d'opérer, il faut donner un alpha-bloquant, généralement même associé à un bêta-bloquant, un inhibiteur calcique. Le risque de récidive, et donc c'est pour ça qu'il faut nécessiter une surveillance à long terme. Il faut expliquer aux patients le fait qu'on a enlevé le phéochromocytome qu'il est guéri à 100%, qu'il faut toujours venir faire ses contrôles, ses contrôles scranographiques, etc. Et bien sûr, une surveillance annuelle de la clinique, des symptômes, de la biologie, la glycémie, le dosage de la méthanéphrine. Et comme c'est l'imagerie et la biologie quand c'est positif, donc il faut reprendre le patient. Le Cushing. Alors, on a aussi un syndrome de Cushing dans le service et vous voulez venir le voir. Donc, le Cushing, il est suspecté devant une archéa avec un morphotype cushingioïde. Généralement, on a un visage qui est spécifique. Hein. Quand vous voyez un syndrome de Cushing, vous n'allez pas l'oublier. Ce qu'on appelle un visage qui est lunaire. On a des vergetures qui sont importantes. Les patients, ils sont infiltrés. On peut avoir une exophthalmie. Donc, je vous invite à venir et de voir ces patients. C'est une archéa qui est résistante avec une masse surrénalienne et généralement sujet jeune. Donc, modification de la répartition sur le plan clinique, donc le syndrome de Cushing, bien sûr, ce qu'on appelle l'obésité facio-tronculaire, le bifalonec. On a des signes d'hypercatabolisme, une amyotrophie, c'est-à-dire les muscles qui sont rétrécis, quoi, fragilité cutanée, érythrose faciale, des vergetures qui sont spectaculaires et bien sûr des équivalents, surtout les extrémités. On a une hypertension, troubles de l'humeur, du comportement. C'est des patients qui font des infections à répétition, une ostéoporose avec des fractures pathologiques, surtout des côtes, ou qui ne sont pas le problème, qui ne sont pas douloureuses, où le diagnostic il est fait lors de l'hospitalisation quand on fait un télothorax, on trouve des fractures des côtes, une hyperglycémie, et chez la femme, il y a l'hirsutisme et il y a l'aménorrhée. Donc, il faut, comment on confirme l'hypercortisisme, c'est l'élévation du cortisol libre urinaire. Donc, généralement, on fait recueil des urines de 24 heures. Le dosage de la cortisolémie dans la salive aussi, on peut le faire. Et le test de freinage à la dexaméthasone, donc soit un freinage minute ou un freinage qui est faible.
Donc, sur le plan étiologique, on a ce qu'on appelle le Cushing avec ACTH dépendant. C'est un ACTH qui est élevé ou qui est normal. Là, c'est l'adénome. Il faut chercher un adénome hypophysaire corticotrope. C'est ce qu'on appelle la maladie de Cushing. Les explorations, c'est l'IRM hypophysaire. Et quand on a la sécrétion, deuxième étiologie, ectopique d'ACTH, c'est paramyoplasique. Là aussi, c'est la TDM et l'IRM. Et l'ACTH indépendant, donc c'est une ACTH qui est basse, donc adénome surrénalien, sécrétant des glycocorticoïdes. C'est une tumeur qui est bénigne ou bien le cortico-surrénalant malin. Si l'ACTH elle est basse, il faut faire un scanner, il faut faire l'IRM, la scintigraphie des glandes surrénaliennes. Prise en charge, donc le traitement de syndrome de Cushing, soit ACTH dépendant ou l'indépendant. Donc ACTH dépendant, c'est la chirurgie. Donc hypophysaire, donc il faut enlever bien sûr, c'est l'adénomectomie. C'est échec, c'est la radiothérapie, traitement médical par les anticortisoliques. Et quand on a un syndrome de Cushing avec une ACTH qui est indépendant, là, il faut toujours tenter la chirurgie, bien sûr, une sérénalectomie qui est unilatérale et donner un anticortisolique de synthèse, soit le